parler de ce sujet, je vais d'abord inviter Mathieu Servetti à parler, responsable marketing professionnel pour Google France. Et puis voilà, Mathieu, si vous voulez bien venir, je vous passe le micro que je vous avais promis. Et puis vous pourrez lancer vos invités. Vous avez 1 heure, c'est à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors peut-être avant de commencer, pour me donner un peu de contexte, est-ce que vous pouvez me dire, en levant votre main, qui n'a aucune idée de qui je suis? N'ayez pas peur, levez la main. Ok, ça fait mal. Donc je suis Mathieu Servetti, et même si on ne se connaît pas encore, je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Comme on m'a introduit, je suis responsable marketing B2B, donc pour les professionnels chez Google France. Et je suis en charge, avec mon équipe, d'accélérer et d'accompagner la transformation digitale pour les entreprises françaises. Alors la transformation digitale, ça tombe bien puisque c'est notre sujet aujourd'hui. Il va y avoir 3 temps forts dans cette présentation. Une première partie où on va rentrer justement sur le terme de transformation digitale. Qu'est-ce qui se cache derrière cette transformation digitale? Un deuxième temps fort pendant lequel on va parler des ruptures, et là on va être un peu plus dans le cœur du sujet avec le e-commerce, le commerce, toutes les problématiques retail, et donc on va se focaliser sur les 3 ruptures. Et enfin, troisième temps fort, on va parler d'innovation, puisqu'on est chez Google, donc je vous réserve quelques surprises pour cette dernière partie. Alors, sans plus tarder, je demande à Jérôme Collin, qui est consultant en stratégie chez Roland Berger, de venir sur scène pour m'accompagner. On peut l'applaudir. Bonjour. Installe-toi, Jérôme. Merci. Alors, nous allons parler de transformation digitale. Et peut-être que tu peux te présenter en quelques mots pour l'audience, pour qu'ils comprennent pourquoi je t'ai contacté pour parler de cette transformation digitale. Parfait. Bien, bonjour à tout le monde et puis rebonjour Mathieu. Donc Jérôme Collin, je suis consultant en stratégie. Ça veut dire que depuis une quinzaine d'années, j'accompagne les entreprises dans la prise de décision sur des problématiques complexes. On analyse les tendances de marché, on analyse les évolutions des chaînes de valeur, on analyse les actifs des entreprises et on leur recommande la meilleure marche à suivre. Ce qui signifie très souvent des problématiques autour des investissements et des investissements à long terme en particulier. Et la transformation numérique fait partie de ces problématiques. Depuis une dizaine d'années, je travaille plutôt dans le secteur des médias, des télécoms et des technologies. Et ça m'a emmené forcément à travailler sur la transformation numérique puisque ces entreprises ont été confrontées à cette problématique depuis assez longtemps. Et aujourd'hui, on voit que cette problématique s'étend à tous les secteurs, la distribution, les utilities, les services financiers, même les services publics ou les transports. Donc j'accompagne les clients de Roland Berger autour de cette problématique. Merci Jérôme. Roland Berger a publié il n'y a pas si longtemps une étude qui s'intitulait « L'aventure numérique, une chance pour la France », où il est justement question de transformation digitale. Peux-tu nous dire en quoi elle consiste ? Alors effectivement, je vais faire un petit peu de pub. Nous avons publié cette étude qui est disponible sur notre site. D'ailleurs, je t'en remets une. Nous avons, pour cette étude, observé 500 entreprises de plus de 50 salariés, donc représentatives du tissu industriel et économique français. Et nous avons essayé de comprendre quels étaient les enjeux de la transformation numérique pour elles. Alors peut-être pour répondre à ta question, le premier élément, c'est en quoi ça consiste? Qu'est-ce que c'est que la transformation numérique? Pour nous, elle est autour de 3 éléments. Il ne faut surtout pas s'arrêter à la technologie. La technologie, c'est le point de départ. C'est le premier angle de la transformation numérique. Mais la technologie, c'est un must-have. C'est ce qu'il faut avoir comme point de départ pour commencer sa transformation. Pour nous, il y a 2 autres éléments très, très importants. Le deuxième, c'est de faire évoluer les usages, les manières de travailler.
Et le troisième élément, c'est de faire évoluer les hommes. Donc la culture à l'intérieur de l'entreprise, les modes de communication, l'implication des salariés dans la transformation et bien entendu le contact à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise. Pour aller un petit peu plus loin sur cette transformation autour des hommes et des usages, il semble que la transformation numérique, c'est beaucoup de briser les silos. On a des silos à l'intérieur des entreprises, on a des silos à l'extérieur de l'entreprise, dans les relations avec les clients, avec les fournisseurs, avec les chercheurs parfois. Et un début de la transformation numérique, c'est d'aplatir ces silos, d'utiliser les moyens de communication actuels de manière à faire sortir de l'innovation, à responsabiliser les salariés, à travailler en collaboration avec les fournisseurs, avec les chercheurs, de manière à répondre au mieux aux attentes des clients. J'imagine, Jérôme, qu'à travers les missions que tu suis, tu es amené à rencontrer un certain nombre de clients, de problématiques. Est-ce que tu aurais un exemple ou une anecdote un peu à chaud qui présente cette transformation digitale ? Il y a une entreprise que j'aime beaucoup parce qu'elle est très atypique et elle a fait sa transformation numérique, mais pas très peu autour de la technologie, essentiellement autour des hommes et des usages. C'est ça qui est intéressant. Cette société s'appelle Poult. C'est une petite société du sud de la France qui est une biscuiterie. Donc à l'origine, une biscuiterie qui fabriquait essentiellement des produits de marques distributeurs, donc avec des marges relativement faibles, des produits pas forcément très glamour. Et cette société a décidé d'utiliser toutes les techniques de management de la transformation numérique. En particulier, ça signifie aplatir la hiérarchie, responsabiliser les salariés. Donc de plus en plus, les salariés sont organisés en groupes autonomes, complètement responsables de leur outil de production, de leur production, même de la partie ressources humaines. Ils gèrent eux-mêmes les embauches, les absences, etc. C'est une entreprise qui a également décidé de faire venir l'innovation des employés. Un petit peu comme vous le faites chez Google avec le 20%. Lorsque quelqu'un a une bonne idée, il peut la suggérer. Si elle est retenue par ses collègues, il pourra passer 20% de son temps à travailler sur cette innovation. Et ça va au-delà de ces simples transformations de la manière de travailler. Toujours dans le thème de l'innovation, cette entreprise utilise de plus en plus d'outils, de méthodes agiles pour innover de plus en plus vite. Et ça veut dire, par exemple, utiliser de l'impression 3D pour faire des prototypes. Et c'est ce qui est assez impressionnant dans la réussite de cette entreprise, c'est qu'elle était donc à l'origine principalement fabricante de marques de distributeurs et aujourd'hui c'est un des fournisseurs de Michel et Augustin. Donc on a changé de gamme, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus trendy, sur quelque chose qui a plus forte valeur ajoutée. Et ce qui est intéressant, c'est que ces recettes qui sont donc commercialisées par Michel et Augustin sont des recettes qui correspondent à des attentes des consommateurs. On est sorti du petit beurre classique, de tous les gâteaux classiques. Et Poult, son fournisseur, a réussi à s'adapter et à coller aux attentes des consommateurs. Et tout ça avec très peu de technologie finalement. Michel et Augustin, que nous connaissons bien aussi, puisqu'on les accompagne de par ailleurs sur leurs problématiques de transformation digitale, en tout cas de visibilité, on va dire, sur Internet. Je reviens un instant sur l'étude. Le numérique, une chance pour la France. Bon, chez Google, on est persuadé, effectivement, c'est une chance, mais de ton point de vue, en quoi justement c'est une opportunité pour la France ? D'accord. On va peut-être repartir de pourquoi la transformation numérique, pourquoi elle est nécessaire et d'où vient-elle. Aujourd'hui, les attentes des consommateurs évoluent très très vite et évoluent vers une attente de plus de services. On est tous habitués à avoir le temps de réaction de Google lorsqu'on fait une recherche, à avoir la facilité d'Amazon lorsqu'on effectue un achat.
Et tout ça est en train de modifier profondément le rapport entre les clients et les entreprises. Donc les entreprises ont besoin de s'adapter pour pouvoir suivre au plus près les attentes de leurs clients. Alors ça représente un investissement, c'est un coût, c'est un changement profond pour l'entreprise, mais c'est effectivement une opportunité, puisque au-delà du coût initial, de l'investissement initial nécessaire pour faire cette transformation, pour se rapprocher du client, pour adapter les outils, adapter les modes de travail, une fois cet investissement fait, le coût marginal d'un client supplémentaire est très très faible. Donc il y a un potentiel de croissance qui est important pour ces entreprises. D'autre part, si on regarde les pure players également, on se rend compte que leur mode de fonctionnement est relativement frugal. C'est-à-dire qu'il y a des investissements importants dans les produits, dans le go-to-market pour aller chercher les clients. Et pour le bien-être des salariés, j'y reviendrai dans un instant, mais les dépenses ne sont pas excessives parce que de la même manière que les outils numériques permettent d'aller chercher plus de clients pour un coût relativement faible, les outils numériques permettent de faire travailler l'entreprise avec des coûts réduits. Je pense en particulier à des outils qui commencent à apparaître. Je crois que Google a investi d'ailleurs en fait. Google Ventures, je ne sais pas si ça s'appelle encore comme ça, dans des outils RH qui permettent aux salariés de suivre toutes leurs informations RH, leurs congés, leurs retraites, etc., tout au long de leur vie, en utilisant un code et un outil qui est sur le web. Donc, opportunité de croissance, opportunité de faire cette croissance à un moindre coût. Et pour donner quelques détails, lorsque nous avons observé ces 500 entreprises françaises, nous avons pu constater que celles qui avaient une plus grande maturité numérique avaient beaucoup plus de croissance que les autres. C'est même très précisément les entreprises les plus mûres qui ont 6 fois plus de croissance que les entreprises les plus en retard. Et peut-être un dernier élément dans cette opportunité, parce qu'il est important également, c'est celui du bien-être professionnel des salariés. C'est un message qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre, et c'est quelque chose qu'on a eu l'agréable surprise de découvrir en interrogeant ces 500 entreprises. Finalement, dans les entreprises les plus numériques, les salariés sont 1,5 fois plus heureux, plus satisfaits de leurs conditions professionnelles que dans les entreprises les plus en retard. Bon, je pense qu'on est convaincu de l'intérêt effectivement de travailler avec le digital. Maintenant, je pense que tu l'observes aussi bien que nous chez Google. On est au contact de clients et on voit qu'il y a un certain nombre de freins par rapport à cette transformation digitale. Quels sont ces freins selon toi ? Le premier, assez classiquement, ça va être les coûts. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que, comme je l'ai évoqué, non seulement la transformation numérique a un coût, elle nécessite un investissement, mais surtout, il est extrêmement difficile de mesurer cet investissement. Autrefois, lorsqu'on décidait de construire une usine, lancer un produit, se lancer dans un pays, on faisait un business case et puis on pouvait mesurer notre retour sur investissement. Dans le numérique, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a beaucoup plus d'incertitudes sur le retour sur investissement, ce qui est forcément difficile à vendre à un board. Mais par contre, le coût de ne pas faire, le risque de ne pas faire est extrêmement important. Donc cet investissement initial nécessaire pour commencer à transformer l'entreprise, il ne va pas avoir un ROI de 10%, 15%, 20%, mais par contre, il va éviter pour l'entreprise un gros risque de décroissance. Donc, premier frein, le coût, et il a été observé dans un très très grand nombre d'entreprises. Deuxième frein, c'est la résistance au changement. C'est toujours difficile, en particulier en France, de changer les habitudes quand ça fonctionne encore. On ne va pas changer si ce n'est pas cassé. On attend d'être au bord du précipice. Et les grands patrons, les patrons de PME, n'ont pas toujours la bande passante nécessaire, donc le temps nécessaire pour pouvoir
regarder attentivement la problématique numérique, de pouvoir décider de ces investissements, de ces changements profonds dans l'entreprise. Enfin, on trouve un certain nombre de freins qui sont plus liés à notre tissu historique, à savoir parfois le manque de compétences pour des technologies avancées. Vous devez tous savoir qu'aujourd'hui, un des jobs les plus en demande du côté des entreprises sont les data scientists, par exemple. Nous n'avons pas aujourd'hui le nombre de data scientists nécessaires en France. Un autre frein va être les problématiques de sécurité qui inquiètent tout le monde, puisque toutes les semaines on entend parler de potentiels breach. Et pour terminer, c'est un sujet, je pense, extrêmement important pour les pouvoirs publics, c'est le sujet de la réglementation. Donc, les entreprises font face à une grande incertitude concernant l'évolution de la réglementation, l'adaptation de la réglementation aux nouvelles règles du numérique, et ça freine leurs ambitions, leurs investissements. Alors peut-être dernière question sur cette partie, toujours sur les freins. Selon toi, quelles sont les manières de lever ces freins? Est-ce que tu as des trucs ou des astuces que tu as mis ou que Roland Berger a mis en place? Mais un des constats de l'étude, c'était qu'il y a ce qu'on appelle le paradoxe français. Les consommateurs français sont très avancés dans leur transformation numérique, dans leurs usages numériques, alors que les entreprises le sont moins que la moyenne en Europe. Et ça, c'est un potentiel inexploité, puisque ces consommateurs sont également des salariés. Et lorsqu'ils sont dans leur entreprise, comme moi, ils utilisent un BlackBerry. Et puis, parfois, ils n'ont même pas d'accès à un ordinateur. Et puis, ils rentrent chez eux, ils utilisent leur tablette pour faire leurs courses. Donc, c'est un potentiel qui est complètement inexploité aujourd'hui par les entreprises. Du coup, pour que les entreprises puissent accélérer, puissent bénéficier du numérique, nous pensons qu'il faut s'appuyer sur 3 fonctions en particulier. La première, en relation à ce que je viens de dire, ce sont les RH. Ce sont elles, les ressources humaines, qui peuvent accompagner cette transformation profonde, accompagner les salariés dans l'adoption de nouveaux usages. Deuxième fonction très importante, c'est la DSI. La DSI qui, depuis très très longtemps, a plutôt été gardien du temple, gardien de la sécurité, des logiciels de l'entreprise, et qui aujourd'hui doit s'ouvrir de plus en plus pour fournir de nouveaux modes de travail, de nouveaux softwares, l'usage du cloud, des nouveaux devices parfois, et même au-delà de ça, dans l'interaction avec les concurrents, avec les collaborateurs, avec les clients, l'utilisation des API. Et enfin, la dernière fonction qui nous semble extrêmement importante, c'est le marketing, puisque c'est lui qui est le plus au contact du client final, donc le plus proche des demandes qui vont générer la transformation, et puis également souvent la fonction qui est déjà la plus affûtée, je dirais, dans sa transformation numérique. Donc tout ça porté par un message très fort du top management. Jérôme, merci beaucoup pour ces réponses à ces questions. Merci Mathieu, merci. Alors, comme vous voyez, on vous a préparé un résumé. On va pas lire les slides, mais juste pour vous dire qu'à la fin, en fait, on va vous donner un one-sheeter, un petit papier qui résume les grands thèmes, les grands sujets que nous allons aborder aujourd'hui. Alors, pour continuer, comme je vous l'ai promis, le clicker ne marche pas. Comme je vous l'ai promis, on va parler des ruptures. Rupture dans le parcours client, donc on va parler retail, on va parler commerce, on va parler e-commerce, bien évidemment. Et pour parler de rupture, forcément, il faut regarder les usages. Et comme le disait Jérôme tout à l'heure, au niveau des usages, les Français sont plutôt en avance. Et un exemple que j'aime bien donner, c'est celui du mobile. Et en venant à la conférence ce matin, j'ai fait un peu attention dans la rue. Et vous pourrez regarder peut-être en sortant de la conférence ou dans les semaines qui viennent, si vous prenez la voiture, tous les passagers sont sur leur téléphone mobile. Ils sont tous comme ça.
Alors on peut se poser la question, notamment pour l'affichage, les cartes par 3, du retour sur investissement de ces affichages à une heure où les utilisateurs justement sont sur leur téléphone mobile. En fait, la prochaine fois que vous prendrez la voiture, vous regarderez les automobilistes aussi. Et en fait, c'est hallucinant parce que 3 automobilistes sur 5 sont sur leur téléphone portable. Donc en fait, les gens en voiture ne regardent même pas les affichages, en fait, ils ne regardent même plus la route. Donc ça pose un vrai problème. Donc pour parler de ces 3 ruptures, j'invite Jean-Marc Bovine à venir sur scène, analyste chez Google. Bonjour à tous. Alors en effet, je suis analyste chez Google et du coup j'ai un métier simple et compliqué à la fois qui est celui d'accompagner certains de nos grands clients dans leur transformation digitale. Alors sauf que transformation digitale, pour eux, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est essayer d'avoir la vue la plus centrée sur le client possible et pour ça, c'est essayer de transformer au maximum les grandes ruptures d'expérience client en des zones d'opportunité. Alors du coup, mon challenge aujourd'hui, c'est pendant 20 minutes de vous expliquer ce qu'on a en tête, nous chez Google, ou en tout cas moi personnellement chez Google, quand on parle de rupture d'expérience client. Et un peu au-delà de ce framework, c'est d'essayer de vous montrer quelques exemples de travaux communs qu'on fait et qu'on mène avec nos clients, avec nos plus grands clients, pour aborder ces zones de rupture et pour essayer de les transformer justement en zones d'opportunité. Alors, quand on parle de grandes zones de rupture dans le parcours client, aujourd'hui, ce qu'on a en tête, c'est 3 choses. Alors là, c'est le slide jargon du jour. On a 3 ruptures. La première, c'est la rupture multisource. C'est en fait la rupture qui est née de la densification des parcours en ligne. C'est le fait de dire, en fait, rien que sur un seul appareil, on se connecte à de plus en plus de sites, de plus en plus de types différents. On a des plateformes vidéo, des sites de contenu divers, on a des moteurs de recherche, des comparateurs, etc. Donc pour les entreprises, c'est de plus en plus compliqué d'être capable de réconcilier, d'avoir une vue unique du consommateur, car le consommateur se connecte depuis un seul appareil à de plus en plus de types de sites différents. La deuxième, c'est la rupture cross-device. C'est le fait de dire, oui, mais en fait, il n'y a pas qu'un seul appareil, il y en a plein, et entre autres, on le verra, il y a le mobile qui change pas mal la donne. Et la troisième grande rupture, c'est une des plus anciennes, c'est la rupture omnicanal, online to store, store to online. Donc c'est la rupture entre le monde digital qui a beaucoup évolué dans les dernières années et le monde en magasin où se déroule quand même l'immense majorité des achats aujourd'hui. Alors en fait, ces 3 ruptures pour nos clients, elles posent 2 grands défis. Elles posent un premier défi qui est un défi de mesure. Alors le défi de la mesure, c'est pour toutes les entreprises digitales, le fait d'être capable de répondre à la question, est-ce que la rupture multisource, la rupture cross-device, la rupture omnicanal, est-ce qu'elle me concerne? Et si oui, dans quelle ampleur? Par exemple, quand je dis la rupture cross-device, le fait de la mesurer, c'est être capable de se dire quel est le pourcentage de mes clients ou de mes cibles qui sont sur mobile. Quel est le pourcentage de mes cibles qui achètent sur mobile? Quel est le pourcentage de mes cibles qui se connectent sur mobile? Si oui, à quel moment du parcours d'achat? Qu'est-ce qu'ils attendent sur mobile? Est-ce qu'ils utilisent plutôt un site web? Est-ce qu'ils utilisent plutôt une application mobile? Ça, c'est le premier défi, c'est le défi de la mesure. Le deuxième défi, c'est un défi qui est un défi d'expérience. C'est un défi d'UX. C'est le fait d'être capable de proposer sur les bonnes interfaces, au bon moment, le bon produit, au bon prix. Et vous êtes utilisateur de mobile comme moi, vous le sortez probablement au moins une 50aine de fois par jour. Et l'expérience mobile aujourd'hui, elle est quand même assez souvent déceptive. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de regarder en fait, sur ces 3 ruptures, quel est ce qu'on considère être l'état du marché, et vous présenter un cas concret d'action menée avec un de nos grands clients sur cette rupture pour essayer de la transformer en zone d'opportunité. Alors, première grande rupture, rupture multisource, je vous le disais, le contexte, c'est densification des comportements en ligne. Donc sur un même appareil, je me connecte de plus en plus de fois à de plus en plus de sites avant de faire éventuellement un achat en magasin. Ça, on le sait, et je veux dire, c'est pas nouveau. Hein. Ça fait toutes les grandes entreprises digitales le savent. Ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, il existe aussi pas mal d'outils
qui permettent d'aborder ces ruptures multisources, qui essaient de réconcilier le parcours d'un consommateur sur les différents touchpoints digitaux. Mais ce qu'on observe, c'est quand même qu'on avait fait une étude en 2013, alors ça remonte un petit chouïa, auprès des e-commerçants français pour leur demander quel modèle d'attribution ils utilisaient. Alors le modèle d'attribution, ça a une visée hyper média. En fait, ce qu'on se disait, c'est, vu que les parcours sont très très compliqués en ligne, le risque, c'est de ne pas attribuer le bon poids aux différentes sources et du coup de mal piloter son média, de mettre l'argent sur les mauvais leviers digitaux. Alors, il y avait 79% des e-commerçants qui nous avaient répondu utiliser un modèle d'attribution au last click, donc un modèle qui n'utilise pas, qui ne rend pas compte de la finesse des parcours clients, aussi bien que ce que permettent de faire les outils aujourd'hui. Alors aujourd'hui, c'est probablement moins que 79%, mais c'est probablement encore une majorité. Donc il y a encore énormément d'opportunités du côté de l'analyse de la rupture multisource. Alors je vais vous présenter un exemple d'un travail conjoint avec un client de cette année sur cette rupture multisource. Ce client, c'est Only Apartments. Alors Only Apartments, c'est un acteur qui est né en Espagne, mais ce n'est plus vraiment un acteur espagnol, c'est un acteur global. Ils sont présents dans plus de 100 pays. Et globalement, dans leur vie, quand on discute avec eux, les gens d'Only Apartments ou les gens du digital chez Only Apartments ont deux gros problèmes. Le premier, c'est qu'en fait, ils sont en concurrence frontale avec Airbnb, ce qui a tendance à les inquiéter sur une base assez régulière. Et le deuxième gros challenge qu'ils ont, et le deuxième gros problème, c'est qu'en fait, leur mix média aujourd'hui, il ressemble à ça. Alors, pas tout à fait le mix média, mais c'est l'ensemble de leurs sources en tout cas, l'ensemble de leurs canaux d'acquisition média online. Only Apartments ressemble à ça. Donc vous voyez, on a du social media, du retargeting, de l'email, du paid search. Ils investissent sur leur marque, ils investissent sur des mots-clés génériques, ils font de l'affiliation, ils ont des sites référents. En gros, c'est quand même un sacré bazar. Et la question qui se pose, c'est quel est le bon mix média que je dois mettre qui répond à l'usage véritable qu'ont mes consommateurs de ces différents canaux médias. Alors, ce qu'on a fait avec eux, c'est un vrai travail de cave, hein, c'est-à-dire qu'on a extrait pas mal de parcours utilisateurs pour essayer de comprendre quels étaient les canaux digitaux qui étaient utilisés par les utilisateurs et à quel moment de leur parcours ils les utilisaient. Et on a choisi un modèle d'attribution avec eux qui répondait à leur stratégie. Alors ce modèle d'attribution, on rentre un peu dans la technique, mais c'est ce qu'on appelle un modèle progressif inversé, c'est-à-dire un modèle qui valorise un peu toutes les touches effectuées par l'utilisateur dans son parcours en ligne et qui a tendance à valoriser un peu plus les premières sources. Et pourquoi les premières sources? Parce que Only Apartments valorise énormément le fait, est dans une stratégie d'acquisition hyper forte et valorise particulièrement le fait d'acquérir de nouveaux clients. Ils sont prêts à investir énormément d'argent là-dessus. Donc on a pris un modèle progressif inversé avec quelques critères maison qui permettaient de revaloriser encore l'acquisition de nouveaux clients. Le résultat aujourd'hui pour Only Apartments, qu'est-ce que c'est? C'est un mix média qui change complètement. Hein. C'est-à-dire qu'ils revalorisent l'email, ils se rendent compte que le paid search sur des mots-clés génériques est très rentable pour eux. Et au global, ils changent même le montant de médias online qui fait partie de leur budget total. Ils ont diminué leurs dépenses médias de 10%, mais surtout, en fait, ils ont complètement changé le mix à l'intérieur. C'est-à-dire que le paid search générique est revalorisé de 20% et ils ont diminué en revanche largement le retargeting et l'affiliation, dont ils se sont rendus compte qu'il leur apportait moins de clients que ce qu'ils attendaient et surtout des clients potentiellement de moins bonne qualité. Donc aujourd'hui, pour Only Apartments, le résultat, c'est une efficacité média, si on combine les moins 10% et les plus 15%, c'est une efficacité média qui augmente de plus 27%. Donc vous vous rendez compte? Et pourtant, ce n'est pas un acteur peu mature. Hein. C'est un acteur très mature, avec des équipes digitales très compétentes et relativement larges. Mais aujourd'hui, ils ont une énorme zone d'opportunité sur le fait d'attaquer cette rupture multisource. Donc ça, c'est la première grande rupture aujourd'hui. Elle est ancienne, mais elle est encore source d'opportunités. Mieux comprendre sur un seul appareil les différents canaux médias qui sont utilisés par les utilisateurs. Et en fait, le monde, et notre monde en particulier d'analyse digitale, serait relativement simple si en fait on utilisait tout le temps le même appareil. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et il y a un élément qui vient complexifier énormément notre job, c'est le mobile. Alors c'est le mobile, et pourquoi il vient complexifier énormément notre job? Parce que non seulement
il a rajouté énormément de points d'accès à Internet, mais en plus, il les a changés. C'est-à-dire qu'il a changé les moments d'accès à Internet et il a fragmenté complètement l'expérience. Quand on regarde aujourd'hui les statistiques de sortie de téléphone des poches, on peut atteindre très facilement des chiffres de 50 à 100 sorties de téléphone par jour, avec des sessions qui sont hyper courtes. C'est-à-dire que vous allez regarder votre téléphone pendant 15 secondes, 30 secondes, 1 minute, 2 minutes. Donc vous n'avez pas le temps de vivre l'expérience complète que vous propose le site de la marque. En revanche, dans ces 15 secondes, 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, vous attendez quelque chose de particulier. Donc le mobile a complètement changé la façon dont nous, en tant que consommateurs, on appréhende l'Internet. Et il a aussi beaucoup complexifié la structure de la mesure, puisqu'aujourd'hui, le monde mobile est séparé entre mobile web et mobile apps, avec des structures techniques complètement différentes, qui ne se parlent pas forcément. Donc ça a beaucoup complexifié le rôle des entreprises, les possibilités des entreprises digitales. Mais c'est là également une zone d'opportunité. Alors, le contexte, c'est qu'en effet, on voit que le mobile a complètement pris le pouvoir. On a publié un article sur le blog AdWords en mai de cette année qui expliquait que dans 10 pays, dont les États-Unis et le Japon, aujourd'hui, on avait plus de requêtes sur Google en provenance du mobile, enfin effectuées sur mobile, que sur ordinateur. Ce qui était complètement impensable il y a 5 ou 10 ans, quand Google était déjà un moteur de recherche référent. Donc, le mobile a pris le pouvoir et on est dans une situation un peu particulière aujourd'hui où, en fait, globalement, tout le monde le sait, mais le marché se gratte la tête et se dit aujourd'hui, quelle est la bonne expérience que je dois fournir à mes utilisateurs et comment est-ce que je mesure justement le véritable impact du mobile sur mon business. Alors, ce qu'on voulait vous montrer, c'était un petit cas effectué cette année avec La Redoute. La Redoute qui a des énormes problématiques mobiles. Vous imaginez, La Redoute, c'est 7,3 millions de visiteurs par mois sur leur site internet, donc ça représente quand même un volume assez conséquent. Et puis La Redoute, c'est plus du tout l'entreprise catalogue qu'on a pu connaître, même moi, dans mon enfance. C'est 85% du chiffre d'affaires effectué en ligne aujourd'hui, La Redoute. Donc énorme problématique d'analyse cross-device, et ils se posent des questions, ils se disent, en fait, c'est quoi le véritable impact du mobile dans mon business? J'ai essayé de les récapituler, les questions qui se posaient aujourd'hui sur le mobile, parce qu'elles me semblent intéressantes du point de vue d'un retailer. Je pense qu'aujourd'hui, un retailer en ligne, c'est à peu près les 3 grandes questions qui va se poser sur le mobile. La première, c'est de se dire, mes utilisateurs, ils utilisent le mobile pas mal en début des parcours d'achat. Or moi, quand je compte mes conversions, mes achats, je les compte en fonction de la dernière session, celle au cours de laquelle a eu lieu l'achat. Donc le mobile, il est intervenu un peu plus tôt dans les parcours, mais j'ai tendance à le squeezer assez facilement. Ça, c'est la première chose. Donc la question, c'est, il y en a combien vraiment des conversions mobiles? La deuxième, c'est de dire, si le mobile, il intervient en amont des parcours d'achat, mais que ce n'est pas l'appareil que utilisent le plus mes consommateurs pour effectuer l'achat au final, la plupart de mes conversions mobiles, elles sont cross-device. Donc du coup, quelle est la valeur d'une vraie conversion mobile? Elle vaut combien en euros si les conversions, elles commencent sur mobile et qu'elles se terminent sur ordinateur? Comment est-ce que je redispatche la valeur entre l'ordinateur et le mobile? Puis la troisième grande question, c'est aussi une question de valorisation, c'est de dire, moi j'investis beaucoup sur mobile et j'investis en publicité pour que les gens viennent sur mon site mobile, achètent, ça me coûte cher. Mais ensuite, derrière, ce que j'observe, c'est que lorsqu'il y a un achat sur mobile, il y en a 4, 5, 6, 7 qui sont effectués sur l'application mobile. Gratuitement, entre guillemets. Si c'est le cas, quelle est la part de la valeur générée sur l'application mobile que je dois réallouer à mon acquisition sur site mobile pour être le plus efficace possible dans ma gestion des investissements? Alors avec La Redoute, on n'a pas répondu aux 3 questions, mais on a essayé de répondre à la première, c'est est-ce que vous comptez bien aujourd'hui votre nombre de conversions mobiles? En fait, je pense que j'ai un faux clicker et que quelqu'un passe les slides quand il me voit appuyer. Alors, on a essayé de répondre à ça avec La Redoute en mettant en place un système, ils utilisent Google Analytics, donc un outil de suivi des visiteurs en ligne, et ils ont mis en place une fonctionnalité qui s'appelle User ID qui leur permettait d'essayer de réconcilier
pour un certain nombre de visites et un certain nombre de visiteurs, les visites effectuées sur tablette, sur ordinateur et sur mobile. Simplement être capable de dire c'est la même personne qui est sur ordinateur, sur tablette et sur mobile. Alors, on a réussi et La Redoute surtout, qui a mené ce travail de réconciliation, a réussi à mener ça en début d'année et à tirer des conclusions assez intéressantes sur le nombre de conversions qui pouvaient vraiment être attribuées au mobile. Alors, on ne peut pas partager des chiffres en valeur absolue, mais en revanche, ce qu'on peut vous dire, c'est que ce qu'ils ont observé, c'est que quand ils regardaient un peu plus finement les parcours de leurs utilisateurs, là où ils étaient tentés de compter 100 conversions pour le mobile, en fait, ils s'aperçoivent qu'ils doivent plutôt en compter entre 106 et 110. Alors, ça fait 6-10%. Ça peut sembler pas énorme, mais en fait, quand vous avez le volume de La Redoute, c'est énorme. Et quand vous avez le volume des investissements de La Redoute, c'est énorme également. Ce que ça les a amenés à comprendre, c'est en fait simplement à mesurer, c'est que l'intuition qu'ils avaient sur la mesure de la performance de leur mobile, elle était assez juste. C'est-à-dire, aujourd'hui, ils ont une vision en tout cas hier, ils avaient une vision un petit peu tronquée de la véritable performance du mobile. À eux de mettre en place des grands chantiers de mesure qui leur permettront de comprendre quel est le véritable nombre de conversions mobiles et combien elles valent dans une logique cross-device. Alors ça, c'est un bout du chantier sur le mobile. Nous, on est attentifs à un autre bout du chantier, qui est le chantier de l'expérience. C'est-à-dire que en fait, là, quand on mesure les conversions cross-device, le véritable poids du mobile, en fait, on n'a rien changé à l'expérience, on n'a rien changé au site. Le site La Redoute, ordinateur, tablette, mobile, c'est resté le même. Alors qu'aujourd'hui, il y a énormément de choses à faire du côté de l'expérience. Sur la plupart des retailers, les sites ont été pensés pour un usage sur ordinateur, là où l'usage primaire, de plus en plus, va devenir un usage mobile. Alors nous, chez Google, on n'est pas spécialement hyper bien placé pour parler du X, si ce n'est le fait qu'on est en contact avec énormément de clients et que du coup, on est amené à naviguer peut-être encore plus que d'autres personnes sur des sites mobiles et sur des sites de retailers. Ce que je voulais vous partager, c'est simplement 2 exemples, en tout cas que moi, je trouve hyper intéressants dans l'approche du mobile aujourd'hui. Le premier exemple, c'est un exemple qui provient du travel, c'est Air France. Air France qui a lancé une application mobile avec donc la possibilité tout simplement de réserver un billet d'avion. Et en fait, quand on creuse un peu la différence entre l'application mobile d'Air France et leur site pour ordinateur, on s'aperçoit qu'il y en a une qui est hyper forte et qui est assez intéressante. C'est une fonctionnalité qui s'appelle garantie mobile gratuite. C'est la possibilité que vous avez sur l'application mobile d'Air France de geler le prix d'un billet d'avion pendant 24 heures. Alors cette fonctionnalité, elle est gratuite sur l'application mobile d'Air France. Elle coûte 5 € sur le site pour ordinateur d'Air France. Donc potentiellement, j'ai fait faire quelques économies à certains d'entre vous. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait, ce que se dit Air France en mettant cette fonctionnalité gratuite, c'est j'ai conscience que la plupart de mes utilisateurs qui vont ouvrir mon appli n'auront pas le temps d'aller jusqu'au bout. Donc, je dois leur autoriser, je dois leur donner des portes de sortie hyper fréquemment. Et là, en l'occurrence, ils commencent, ils ont cherché un vol, il y a lieu de départ, lieu d'arrivée, la date, nombre de personnes. En fait, j'ai déjà plein d'infos. Il faut que j'autorise l'utilisateur à s'arrêter là et à reprendre quand il veut. Et ça, c'est une logique qui est hyper importante et qui n'est pas encore courante sur les sites mobiles des retailers français. Ça, c'est la première chose. Et le deuxième exemple que j'ai pour vous, alors ça, c'était le slide d'avant. Non, pardon. Alors, deux précédemment. 1, 2. Parfait. Le deuxième exemple que j'ai pour vous, c'est un exemple qui vient de la banque, et c'est l'exemple d'Hello Bank. Alors, je ne sais pas si vous avez tous testé une ouverture de compte sur Hello Bank, mais ça vaut le coup. Parce qu'Hello Bank, c'est un peu des héros quand même. En gros, ils se sont dit, on va faire une banque 100% mobile, sachant que bon, vous avez tous ouvert des comptes bancaires. L'ouverture d'un compte bancaire, c'est hyper long. C'est-à-dire qu'il y a plein de formulaires, etc. C'est vraiment c'est un enfer dans le monde physique. Et le formulaire, on sait que c'est une des plus grosses zones de déperdition en ligne. Et Hello Bank, ils se sont dit, c'est pas grave, nous, on va faire un business où en fait, on va d'abord demander aux gens, avant de pouvoir utiliser notre service, de remplir des tonnes de formulaires. Et pour autant, ils performent pas mal. Alors, comment est-ce qu'ils font? Ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait, la personne démarre sur le site mobile d'Hello Bank et très, très rapidement, vous voyez l'écran de gauche apparaître qui est poursuivre sur mobile ou poursuivre plus tard.
C'est-à-dire qu'Hello Bank se dit, je sais que cette personne qui se connecte sur mon site, elle n'ira pas au bout. Elle n'a pas les 25 minutes devant elle qui lui permettent de finir mon process. En revanche, ce que je veux, c'est garder l'intention que cette personne avait d'ouvrir un compte bancaire et l'autoriser à reprendre le parcours depuis ordinateur ou depuis mobile. Donc, si vous cliquez sur « Poursuivre plus tard », on vous envoie un email. C'est hyper simple techniquement. Lorsque vous cliquez sur l'email, si vous êtes sur mobile, on vous affiche la version mobile. Si vous êtes sur ordinateur, on vous affiche la version ordinateur du site. Et vous pouvez continuer comme vous le voulez et faire du stop and go de façon hyper simple. Tout ça, c'est dans une logique d'amélioration des taux de conversion, mais c'est surtout hyper empathique, c'est-à-dire que ça prend acte du fait que l'utilisation du mobile est très fragmentée et est complètement différente de celle qu'on avait l'habitude de voir sur desktop ou sur tablette. Ça, c'est la deuxième rupture. La troisième grande rupture qu'on observe, c'est la rupture omnicanal. Et en fait, c'est la plus ancienne des ruptures. C'est la rupture entre le monde digital et les magasins. Ce qui est hyper intéressant dans cette rupture, c'est qu'en fait, comme l'usage digital s'est complexifié énormément au cours des dernières années, en fait, les attentes des visiteurs lorsqu'ils arrivent en magasin sont complètement différentes de celles qu'ils avaient il y a quelques années. Le contexte, hyper intéressant, c'est énorme diminution dans le monde entier, et particulièrement dans les pays développés, du nombre de visites en magasin. Quand on regarde entre 2010 et 2013, il y avait 38 milliards de visites en magasin, on est passé à 17. Donc c'est-à-dire qu'il y a 2 fois moins en 2013 de visites en magasin qu'en 2010. Et on peut supposer que la tendance a continué en 2014-2015. Dans le même temps, les visites en magasin, la valeur de ces visites, elle a augmenté de 9%. Concrètement, ça veut dire qu'en 3 ans, le nombre de visites a complètement diminué, mais en revanche, la valeur d'une visite en magasin, d'une personne qui rentre en magasin, a été multipliée par 2,5. Donc pour les réseaux de distribution physique, c'est à la fois un drame parce qu'ils ont moins de passages, et à la fois une énorme opportunité parce que quand quelqu'un rentre dans le point de vente, là, potentiellement, il vaut beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher qu'avant. Alors, le gros défi pour les entreprises digitales aujourd'hui, c'est d'être capable de réconcilier leurs data sur les parcours en ligne des visiteurs et sur les actions qui sont effectuées en magasin, vous vous en doutez, pour être capable en magasin de proposer une expérience la plus personnalisée possible en fonction de ce que le visiteur a fait en ligne précédemment en préparation de son achat. Et alors là, ce qu'on voulait vous montrer, c'était un exemple et un cas qui a été réalisé, c'était une première mondiale en tout début d'année 2015 avec les Galeries Lafayette sur la mesure justement de l'effet omnicanal. Alors les Galeries Lafayette, même chose, hein, des énormes enjeux online to store. Les Galeries Lafayette, c'est plus d'une 50aine de magasins. Quand on approche de Noël, on peut avoir jusqu'à 1 million de visiteurs dans les Galeries Lafayette par jour. Hein. Pour ceux qui passent par le boulevard Haussmann, ils peuvent s'en rendre compte de temps en temps. Et c'est aussi une énorme activité en ligne sur galerielafayette.com, donc un enjeu de maîtrise des données qui est hyper important. Et en fait, plus précisément, leur enjeu et la question à laquelle les Galeries Lafayette voulaient répondre, c'est quel est le véritable ROI de mes investissements médias online? Alors qu'on peut récapituler un peu sous cette formule-là, qui est CA online, donc le CA que je génère sur mon site internet, plus en gris le CA que je génère en magasin, mais qui a été influencé d'une manière ou d'une autre par mes investissements digitaux, le tout divisé par mes investissements digitaux, en rouge. Alors globalement, hein, les Galeries Lafayette, ils connaissaient très très bien le montant en vert, hein, le CA online, il n'y avait aucun souci. Le montant en rouge était également une évidence pour eux. En revanche, la véritable zone de travail, c'est le chiffre en gris, c'est quoi mon CA généré en magasin qui a été influencé d'une façon ou d'une autre par le digital. Et c'est à ça qu'on a essayé de répondre en mettant en place, avec les Galeries Lafayette, un mode d'analyse sur une période déterminée en tout début d'année sur une 50aine de magasins. On a analysé pas mal de transactions en magasin et surtout on a essayé de voir avec les Galeries Lafayette quels étaient les comportements en ligne qui étaient associés à ces visiteurs-là. Donc là, c'est Galeries Lafayette qui a simplement pris les données de son site en ligne et les données de ses magasins en essayant de les relier, d'essayer de comprendre s'il y avait eu des interactions en ligne qui précédaient les passages en magasin. Et ils ont eu des chiffres hyper intéressants pour les Galeries Lafayette. Parce que si on remet un petit peu d'histoire là-dedans, les Galeries Lafayette, c'est comme le bon marché. Hein. La promesse des Galeries Lafayette, c'est fin du 19e siècle, c'est venez chez nous, vous trouverez tout ce que vous voulez. Donc c'est un peu l'anti-online to store. Vous n'avez pas besoin de préparer votre achat. Venez aux Galeries Lafayette,
Il y a tout. Alors, ce dont ils se sont rendus compte avec leurs données, c'est qu'au moins 20% des transactions magasins étaient précédées d'une visite en ligne, sur leur site à eux. Pour les 80% restants, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de visite en ligne, c'est juste qu'on ne sait pas. Donc l'effet online to store, il est fort. Ce qu'on voit aussi, c'est que dans ces visites-là, il y en a 20% qui étaient effectuées avec un smartphone, donc effet mobile to store hyper fort, et que ces visites-là, elles étaient à 50% effectuées le jour qui précédait, dans la même journée que l'achat. Donc là, il y a un enjeu d'instantanéité qui est très important dans le lien entre ce qui se passe sur le site, et en particulier le site mobile, et ce qui se passe dans les magasins. Et vous imaginez qu'avec ces données-là, on est assez convaincant quand on explique aux Galeries Lafayette qu'en effet, le visiteur, le client des Galeries Lafayette, il attend une fluidité d'expérience entre le site et les boutiques et les grands magasins qui est totale. Je vous parlais du ROI tout à l'heure. Ce qu'on a observé et ce qu'on peut en tout cas vous communiquer là, c'est que quand ils recalculent le ROI en intégrant le chiffre d'affaires des magasins, donc la partie grise de tout à l'heure, le CA en magasin influencé par le digital, en fait, ils se rendent compte que leurs investissements digitaux sont 2,4 fois plus rentables que ce qu'ils calculaient précédemment. Donc l'enjeu, il est monstrueux. Ce n'est pas uniquement de dire où est-ce que je mets mon budget digital sur les différents canaux, c'est quelle est la taille de mon budget marketing digital par rapport à la taille de mon budget marketing offline. C'est quoi la véritable valeur de mon investissement online. Alors en synthèse, nous on pense qu'en fait sur ces sujets-là, et on est vraiment qu'au tout début du chemin, on n'a pas du tout encore la vérité ni toutes les réponses. Ce qu'on sent venir, c'est simplement qu'on va avoir une interconnexion du monde offline et du monde online de plus en plus importante, une expérience en magasin qui met plus en valeur le digital, mais aussi un digital, et en particulier nous on a un rôle à jouer dans le moteur de recherche, qui dirige de plus en plus vers les magasins locaux en montrant quels sont les magasins ouverts, avec quels produits disponibles, avec quel prix, etc. Donc on va avoir une interconnexion de plus en plus importante, avec un gros enjeu pour les clients, et pour pour nos clients, mais du coup pour toutes les entreprises digitales, qui est d'avoir un système de données le plus homogénéisé possible entre les actions effectuées online et les actions effectuées offline. Facile à dire, très compliqué à faire. C'est des projets de plusieurs années et qui sont très complexes, et dans lesquels nous, on essaie également d'accompagner nos clients. Alors, je vous remercie pour votre attention. Donc, je vous rappelle trois grandes ruptures qu'on essaie d'illustrer. Rupture multisource, rupture cross-device, rupture omnicanal. Vous verrez, Mathieu a évoqué tout à l'heure le one-sheeter qui vous sera distribué à la fin. On vous récapitule les 3 grands chiffres qui ont été partagés ici sur des cas clients, donc Only Apartments, La Redoute et Galeries Lafayette. Vous les retrouverez dans le one-sheeter qui vous sera distribué à la fin. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Alors pour cette dernière partie, nous avons un grand défi puisque normalement c'est fini, comme on a commencé un peu en retard, mais je me suis proposé de quand même parler de l'innovation juste en 3 points. Ça va être hyper rapide. Si on veut bien remettre les slides, parce que je sais que vous avez envie de voir ce qui se passe chez Google, et c'était un peu ma mission, c'était de vous faire rentrer chez Google pour vous montrer un petit peu comment ça se passe chez Google. Donc l'innovation chez Google, on a pas mal de principes. Donc on a vu Suzanne qui a 8 principes. On a d'autres grands patrons de Google qui ont plein de principes. Mais je voulais aller à l'essentiel et vous parler de l'innovation qui est finalement au cœur de l'ADN de Google. Et ça, si je me rappelle, il y a 5 ans, quand je suis arrivé chez Google, quand on arrive, on nous donne 2 choses. La première, c'est la fameuse casquette de Noogler. Donc, c'est les nouveaux Googlers, les nouveaux employés de Google qui ont une casquette. Ça a l'avantage d'être hyper sympa. Et avec ça, on peut poser toutes les questions parce qu'on n'a pas du tout l'air ridicule. Et la deuxième, c'est ce que vous voyez à l'écran, c'est les grands principes de l'innovation chez Google, où on nous dit pensez grand, amusez-vous pendant que vous travaillez, collaborez. Et donc, il y a pas mal de principes, mais moi, j'en ai retenu 3 et c'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Les 3 principes sont les suivants. 1, concentrez-vous sur l'utilisateur. 2, créez un environnement
de liberté pour l'innovation. Et 3, ce qu'on appelle le 10X, Think Big. Donc imaginez des choses qui sont réellement en rupture par rapport à l'environnement dans lequel vous travaillez. Je vais vous prendre un exemple pour chacun pour illustrer l'innovation chez Google. Donc un centré sur l'utilisateur. Donc quand les ingénieurs pensent au problème de la recherche, chez Google, ils ne pensent pas à comment indexer 10 000 ou 100 000 sites supplémentaires. Ils pensent à des questions comme vous avez à l'écran. Si les utilisateurs ne peuvent pas épeler, c'est notre responsabilité. S'ils ne peuvent pas écrire, c'est notre responsabilité. S'ils ne parlent pas la langue, c'est la responsabilité de Google. Donc c'est le type de problématique que les ingénieurs se posent et il en sort des produits, par exemple, comme OK Google. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont utilisé. Moi, je l'utilise pas mal. Vous pouvez directement poser les questions sur votre téléphone mobile. OK Google, où se passe le salon du e-commerce à Paris? Hop, et on vous donne instantanément la recherche. Donc, c'est le type de problème que les ingénieurs se posent. Android One et Cardboard, je vous le passe puisqu'on est un peu short. Le deuxième grand principe, c'est l'environnement de travail. Alors chez Google, Jérôme en parlait tout à l'heure, on a la fameuse règle des 80%, 20%. 80%, c'est notre activité sur ce qu'on appelle le core business et ce qui est attendu de nous. Et 20%, c'est des projets annexes. On travaille sur ce que l'on veut, bien sûr en rapport quand même avec notre environnement de travail, mais on travaille sur ce que l'on veut. Ce que vous avez à l'écran, là, c'est une séance, c'est une vraie photo hein, qui est à Mountain View. Le vendredi, les ingénieurs, ils s'assoivent et ils prennent une bière et ils discutent des projets en rupture par rapport à ce qu'ils font. Ils mettent leur nom et ils disent « Ok, bon, toi, tu vas gérer tel projet, toi, tu vas gérer tel projet. » Et ils travaillent par trimestre sur ces projets. Et c'est ce qui permet d'avoir des projets un peu sympas. L'un d'entre eux, c'est Google Now. Je ne sais pas si vous l'avez vu sur votre téléphone mobile. Maintenant, avant même que vous demandiez quoi que ce soit, on vous dit « Ah, attention, tu as un rendez-vous dans 1h30. Il y a un petit peu de bouchon sur le périph'. Si j'étais toi, je partirais. » Voilà, c'est le type de projet qui sortent de ces fameux 20%. Donc, créer un univers de liberté autour de l'innovation. Et le troisième élément sur l'innovation, c'est le fameux 10X, Think Big, donc des éléments en rupture. L'exemple que j'ai choisi, il me tient un peu à cœur, puisque ma mère est graphiste, elle est dessinatrice, et donc on va parler du Cultural Institute. Donc le Cultural Institute, qu'est-ce que c'est? C'est la promesse de donner accès à l'art au plus grand nombre. Aujourd'hui, on a fait plus de 200 partenariats, enfin même beaucoup plus, qu'est-ce que je dis, 800 partenariats, 200 000 œuvres d'art qui ont été numérisées. Ça représente plus de 6 millions de vidéos, de photos, etc., qui ont été mis sur une plateforme, donc sur un site internet qu'on appelle le Cultural Institute. Et clairement, voilà, c'est des choses qui sont complètement en rupture. On ne s'est pas dit, tiens, on va aller juste, entre guillemets, au musée du Louvre et numériser les œuvres du Louvre, mais on va faire des partenaires dans le monde entier pour pouvoir numériser ces œuvres. Et là, j'ai choisi l'exemple de Chagall, donc à l'Opéra Garnier. Et si vous voyez tout en haut, il y a cette fresque de Chagall. On a mis 2 ans pour faire le partenariat avec eux. Et ils nous ont dit, OK, on fait un partenariat. Par contre, il faut que vous numérisiez l'œuvre qui est au plafond. Elle est à 18 mètres de haut, hein, donc c'était quand même pas évident. Et en numérisant cette œuvre, on s'est aperçu, vous voyez dans l'angle sur le côté, vous avez un demi-croissant de lune rouge et il y a une petite tête bleue. Et en fait, ça, c'est la représentation du fils de Chagall. En fait, personne ne l'avait vu, à part la personne qui nettoyait le lustre une fois par an, mais personne n'avait vu en fait cet enfant. Et quand le fils de Chagall est venu chez Google à Paris, chez Google France, au moment de signer, on lui a montré ça en zoomant sur l'œuvre. C'était un moment un peu magique, puisqu'il avait entendu évidemment parler de l'histoire, mais il ne l'avait jamais vu en vrai. Et le Cultural Institute a permis de lui montrer où est-ce qu'il était sur la fresque. Voilà, c'était le dernier mot pour cette présentation de Google avec les 3 ruptures sur l'innovation. Merci beaucoup et bon après-midi.